Annie, tu abordes cette question essentielle de l'éthique et du coaching clinique. Peut-être peux-tu nous dire ce que tu entends par coaching clinique d'une part et dimension éthique d'autre part? Tout à fait. Alors, compte tenu des interventions précédentes, je tiens à dire, avant de répondre à ta question, bien évidemment, que mon intervention va se situer dans le registre de la théorie systémique, cette fois-ci. Et le registre de la théorie systémique va être, bien évidemment, centré sur ce qu'il en est des interactions entre les personnes, des jeux JEUX relationnels, et en conséquence, je vais bien évidemment parler de l'éthique, mais plus précisément à l'intérieur de la théorie systémique et de la posture qu'elle implique pour le coach. Alors, la dimension éthique du coaching clinique, eh bien, tout d'abord, dire que le coaching clinique, c'est une appellation, une façon de définir la pratique du coaching professionnel dans le cadre de la souffrance au travail. Voilà. Je crois que ça n'est pas la peine d'en dire plus. Nous sommes là dans quelque chose qui appartient à la clinique, puisqu'il s'agit de souffrance. Or, la découverte freudienne, qui date de plus d'un siècle, la découverte de l'inconscient, a donné un statut éthique à la souffrance en la reconnaissant digne d'être entendue. Et c'est cela qui se passe et qui est transposé du monde de la thérapie au monde du coaching et de l'entreprise, il faut le signaler. Par l'intermédiaire des coachs, qu'on va appeler cliniciens, eh bien, l'entreprise se donne les moyens d'entendre, d'écouter et de tenir compte de la souffrance de chacun. Alors, dans ce contexte, précisons-le, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, Philippe, dans ce contexte, il ne s'agit pas d'aider, d'accompagner un coaché vers une plus grande maîtrise comportementale, vers de meilleurs, on va dire, résultats. Il ne s'agit pas de l'aider à mettre une meilleure ambiance dans son équipe, mais le coach clinicien et systémique accueille la souffrance de la personne qui vient, qui en parle, et le coach n'y touche pas. Nous allons voir dans un instant pourquoi le fait que le coach n'y touche pas est importante. Donc, l'éthique du coach clinicien, qui accueille la souffrance sans s'y opposer, peut me permettre de dire que dans sa tête, au coach clinicien, il y a une question permanente et implicite, qui ne se dira jamais. Comment je peux ne pas porter tort à mon coaché? Pardon de t'interrompre, mais ça me fait penser au serment d'Hippocrate, avant tout ne pas nuire. Et puis du coup, ça m'amène aussi à une question du rapport entre l'éthique et la morale. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous dire? Alors, Philippe, tout à fait. Je crois que le terme d'exigence morale est parfaitement centré sur ce que l'on peut dire de la différence entre la morale et l'éthique. Si on se réfère au vocabulaire habituel, la morale s'énonce par un « tu dois faire ceci » ou « tu ne dois pas faire cela » en référence à la loi. En ce qui concerne l'éthique, eh bien, elle s'énonce par un « je ne dois pas faire cela » ou « je dois faire cela » en référence à sa propre conscience, parce que la loi ne dit rien sur ce sujet. Donc vous voyez que l'éthique est le produit, en fait, de ce qu'on peut appeler un dilemme moral. Vous voyez, ça se complique un peu, mais vous allez voir, ça se simplifie aussi. Qu'est-ce que c'est que ce dilemme moral? C'est, par exemple, ma hiérarchie me demande de faire quelque chose, me demande ou me donne l'ordre de faire quelque chose qui est contraire à ma conscience. Dois-je obéir ou non? Voilà. Donc c'est un dilemme, parce qu'il va y avoir un choix à faire.
Et je dirais que là-dessus, je ne résiste pas, Kant a déjà été cité par Daniel, Philippe aussi, peut-être pas, mais toi tu as fait d'autres références. Quoi qu'il en soit, moi je ne résiste pas à cette définition de l'éthique donnée par Kant, qui dit qu'elle consiste à pouvoir répondre de ses propres actes en fonction de sa propre conscience, en fonction de son propre nom, mais aussi au nom de toute l'humanité. Il va jusque-là pour définir l'éthique. En conséquence, l'éthique renvoie à un choix, en fonction, bien sûr, de sa conscience, et pourquoi pas, ce que tu viens de dire, Philippe, en fonction d'une exigence morale. L'exigence morale est encore au-dessus, selon moi, de l'éthique, puisqu'il s'agit d'une exigence, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose au sujet et à laquelle il va se soumettre. Alors, si on revient sur la pratique du coaching, ou sur ta pratique du coaching clinique, est-ce que tu pourrais préciser et éventuellement illustrer cette notion de principe et de règles éthiques? Tout à fait. Donc, comme nous sommes dans le registre systémique, je vais vous indiquer 2 points essentiels de l'éthique systémique. Mais avant toute chose, vous dire aussi que pour parler dans le monde du coaching, de la pratique du coaching, de l'éthique, j'ai pensé qu'il fallait faire sentir le poids des choses. Or, faire sentir le poids des choses suppose de se référer à une pratique et notamment à une illustration d'un coaching dans lequel la question de l'éthique s'est posée, j'allais dire, au carré. Nous allons voir comment, l'éthique de l'éthique. Alors, quels sont les 2 grands principes de l'éthique systémique? Et vous verrez que dans l'exemple de coaching que je vais donner, vous allez retrouver cela tout le long. Alors, c'est d'abord l'impératif de comprendre avant toute chose son interlocuteur. Comprendre son interlocuteur avant soi-même. Cela, je vais vous en parler dans 2 minutes. Mais l'autre règle qui s'impose dans ce coaching de l'interaction, du jeu relationnel, c'est que le coach doit se mettre toujours en posture de jouer contre le jeu nocif et pas contre les joueurs. Et vous allez voir tout le long de l'exemple que se positionner contre le jeu et non pas contre les joueurs est une exigence permanente du coach systémicien qui demande beaucoup de vigilance. Il faut y faire très attention à ne pas être tenté d'aller attaquer les joueurs parce qu'ils font du tort à votre coaché. Voilà, pour détendre un peu l'atmosphère, le coach n'est pas l'avocat de son coaché. Alors, l'impératif de comprendre l'autre avant toute chose, c'est lié à ce qu'on appelle très vite la causalité circulaire. La causalité circulaire, c'est que là, nous sommes effectivement tous ensemble. Je suis en train de parler, je suis émetteur, Philippe est récepteur, et dans un instant, Philippe va parler, il sera émetteur, et moi je serai récepteur. Donc ça veut dire que la communication, ça tourne. C'est un cercle, c'est voire une spirale. Mais un cercle n'a pas de début ni de fin. Donc, une phrase qui résume cela de façon très claire est la suivante. Pour bien se comprendre soi-même, il faut être compris par l'autre. Pour être compris par l'autre, il faut comprendre l'autre. Donc, rien ne nous empêche, puisqu'il n'y a ni début ni fin à un cercle, de commencer par la fin. Il faut comprendre l'autre. Et vous l'avez entendu, pourquoi il faut comprendre l'autre? Parce que ça s'accroche dans le cercle à pour bien se comprendre soi-même. Voilà. Donc nous sommes dans cette logique interactive qui fait que le coach systémicien, dans le cadre de la souffrance au travail, vous allez le voir, va demander à son coaché de commencer à se décentrer de lui-même pour se centrer sur l'autre.
Donc, quel est cet exemple que je veux vous donner, où nous allons voir à l'œuvre les deux principes? Donc, il s'agit du coaching d'une directrice des ventes d'une société internationale qui va être confrontée à sa propre éthique. Pauline, donc, nous accueillons Pauline. Elle intervient au niveau du comité de direction d'une entreprise internationale et elle est donc N-1 de la directrice générale France. Nous sommes dans cette partie-là de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Pauline? Pauline a été promue récemment à un poste où son prédécesseur venait d'être remercié pour quelque chose qui s'appelle un abus de pouvoir, qui s'appelle du harcèlement moral. Et Pauline est tout à fait plébiscitée à l'unanimité parce qu'elle est connue comme un manager particulièrement respectueux, comme un manager qui tient à avoir son honnêteté intellectuelle et à tisser des relations de qualité irréprochable. Donc elle arrive sur ce poste dans de telles conditions. Il se trouve que on subtilement impersonnel, on lui demande à son arrivée de bien vouloir faire partir quelqu'un, un membre de son équipe, parce que ça aurait dû être fait depuis longtemps. C'est ça. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Alors, très rapidement, le membre de l'équipe qui est vécu comme gênant par le comité de direction, c'est quelqu'un qui en fait a deux fonctions dans le CODIR. Une fonction qui est rattachée au CODIR même, à l'intérieur du CODIR, mais également une fonction qui est à l'extérieur du CODIR, attachée à un directeur de projet. Donc, qu'est-ce que je vous dis pour mettre en place le scénario? C'est qu'en fait, Pauline, eh bien, elle a des insomnies à répétition depuis des jours et des jours. Elle est angoissée, elle ne se sent pas bien, elle est fatiguée nerveusement. Ce que je peux vous dire également rapidement, c'est que son angoisse est liée au sentiment d'être piégée. Et qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est ce qu'on appelle, je crois que le terme est bien connu, une double contrainte. Donc, d'un côté, le comité de direction la plébiscite pour son honnêteté intellectuelle et son éthique managériale, et d'un autre côté, on lui dit en passant, bon, ce serait bien qu'un tel parte parce qu'il ne devrait plus être là depuis longtemps. Donc, soit elle obéit à son éthique et elle désobéit à sa hiérarchie, soit elle obéit à sa hiérarchie et elle est en porte-à-faux avec son éthique. Et donc, tu me dis là que Pauline, elle est placée au fond par sa hiérarchie dans une position où son éthique managériale est mise sérieusement en porte-à-faux. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et nous allons voir, bien sûr, que plusieurs possibilités pour sortir du piège ont été examinées pendant ce coaching. Bon, cela rapidement par des jeux de rôle, mais ce que je veux vous dire là, c'est que le jeu qui aurait pu amener Pauline à jouer contre les joueurs, c'est la première chose à laquelle elle a pensé, c'est-à-dire d'aller trouver la directrice générale et de lui dire « Madame, je viens d'arriver, comment puis-je commencer ce poste, cette fonction de cette manière, je ne connais pas la personne, c'est sans doute à vous de le faire. » Donc jouer contre les joueurs, en l'occurrence, puisque la directrice générale se sentirait mise en accusation de se défausser, et dans le même mouvement, jouer contre le joueur qu'est Pauline, puisqu'elle se met tout de suite dans une situation qui devient une forme d'opposition à sa hiérarchie. Comme ça semble pour Pauline être une situation intenable, voire insoluble. C'est vertigineux. Tout à fait, d'autant plus que l'autre situation à laquelle elle a pensé, qui était tout simplement de prendre sa posture hiérarchique
et de demander autoritairement à son coéquipier de bien vouloir trouver si l'herbe est plus verte ailleurs. Et si elle avait fait cela, elle entrait effectivement dans un conflit, car le fameux coéquipier avait pris soin de laisser entendre un peu partout qu'il ne voyait absolument pas pourquoi il quitterait son poste. Voilà. Donc, cette solution était également jouée contre les joueurs, puisqu'elle se mettait à dos son coéquipier, tout en ayant l'impression de faire le sale boulot à la place de sa hiérarchie. Donc, vous voyez comment là, on entrait dans un conflit supplémentaire et des dilemmes à n'en plus finir. Donc, tu as raison, Philippe, devant cette espèce d'impossibilité de résoudre ces questions, il ne reste plus, face aux contradictions du CODIR, il ne reste plus à Pauline de faire en sorte que le coéquipier quitte sa fonction en étant d'accord. Donc, quel est l'enjeu éthique de Pauline à ce moment-là ? Eh bien, c'est d'obtenir l'accord de son coéquipier sans lui porter tort. Souvenez-vous que ça reste un principe permanent. Voilà. Et j'insiste sur sans lui porter tort parce que lui, effectivement, il veut rester là où il est. Un mot sur le coach systémicien, à ce moment-là, qui accepte bien évidemment l'angoisse de Pauline, qui accepte les insomnies à répétition de Pauline, qui accepte la double contrainte dans laquelle elle est, et qui va oser lui demander, en plus, de se décentrer d'elle-même et de comprendre son coéquipier avant toute chose. Ce qui veut dire qu'elle va comprendre, chercher à comprendre, elle qui est angoissée et fatiguée, quelle est la souffrance de ce coéquipier. Puisque non seulement il ne veut pas partir, mais il nie que ça se passe mal, et il supporte que la moitié des managers qui sont là l'ignorent. Donc il est dans une fuite en avant, et ça n'est pas prêt de se terminer. Alors, je vais accélérer, puisque là, vous sentez que les principes éthiques sont mis en place et que le coach donc se tient à cette position. Et vous dire qu'à travers tous les jeux de rôle, à travers tous les jeux de rôle qui ont été faits, et au-delà de la question, bien sûr, du pouvoir, des rapports de force, le coéquipier veut rester. Et ça, c'est une découverte pour Pauline, à travers son élaboration systémique. Ce qui reste de valable au bout du compte, c'est une seule chose. C'est que le coéquipier, tout simplement, ne veut pas perdre la face. Il refuse de perdre la face. Une fois que Pauline a, en quelque sorte, mis en forme son hypothèse et que cette hypothèse éclaire d'un jour nouveau toute la situation, Pauline va faire ce qu'elle sait faire, des actes managériaux éthiques. Elle va laisser tomber sa position hiérarchique, laisser tomber le conflit, et aller voir tout simplement le directeur de projet, qui est l'autre personne dont le coéquipier dépend, pour traiter le problème. Est-ce qu'il peut être reçu dans cette équipe à temps plein? Est-ce qu'il peut y avoir un statut intéressant? Et elle va s'apercevoir que le directeur de projet, mais alors, accueille ce coéquipier à bras ouverts. Voilà ce qui se passe. Donc, et je vais terminer, Pauline s'aperçoit que grâce à cela, elle a mis en place les conditions pour parler à son coéquipier de façon honnête et offensive, alors qu'elle croyait depuis le début qu'elle allait devoir manipuler et se montrer en quelque sorte, se trahir elle-même, ce qui a entraîné son angoisse.
Le dernier point qui va dans le sens de l'unité du système et de la coopération, je vais l'abréger parce que ce qu'il me semble, c'est clair dans ce que j'ai relaté, la coopération, c'est que Pauline va faire le boulot avec son coéquipier et pas contre lui, et qu'elle s'est mise au niveau de l'unité du système en englobant la directrice générale, le directeur de projet et elle-même comme N+1 avec le coéquipier. Voilà. Donc je termine en vous disant, cette élaboration systémique a suffi pour Pauline, pour provoquer un changement chez Pauline, un changement qui en psychanalyse s'appelle un insight, et là j'invente le mot, il s'agit d'un outsight, c'est-à-dire un effet de vérité chez Pauline concernant ce qui se passe pour l'autre, son coéquipier. Merci Annie.